Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First, le podcast qui parle de buzz corporate. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Yves Lemel, directeur réseaux sociaux et influence chez CCF Bank. Nous parlons du pilotage de la campagne social media pour la transition entre HSBC et CCF, de son événement Social Jam à venir le 3 février et des événements qu'il a déjà organisés, mais également de toute l'évolution du secteur du social listening. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Bonne écoute. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de l'invitation. C'est un podcast que je suis depuis ses débuts et une approche de lecteur que je trouve super smart sur la social intelligence. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir été invité. Super gentil. Merci beaucoup. Pour commencer, si je fais une étude social listening sur CCF, je prends les avis Google, j'agrège un peu tout ça, qu'est-ce que je trouve et est-ce que c'est cohérent avec que toi tu vis de l'intérieur? Si tu commences à faire une étude social listening sur CCF, déjà, je pense qu'il faut que tu t'accroches parce que c'est un acronyme de 3 lettres et du coup, ça nécessite un super bon setup et un super bon onboarding de ton outil ou de l'équipe qui bosse avec toi. C'est pas évident de calibrer sur certains thèmes ou sur certains noms de marques et c'est un enjeu en soi. Si en revanche, tu vas chercher nos agences et nos avis Google, tu vas tomber sur une moyenne de 4,8 pour l'année dernière courante sur 2025. Ok, super intéressant. C'est chouette. Ça s'améliore. Comment c'est cette note c'est un KPI que tu regardes vraiment très précis, qui est super important pour vous? Je pense que tout le monde le suit actuellement et effectivement, c'est toujours bien de pouvoir ajouter à tes verbatim une note, une sensation et un retour de tes clients vraiment chiffré. C'est moins évident à faire sur des prises à partie directe sur d'autres réseaux. Ouais, ok. Mais c'est vrai, c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, c'est un KPI en tout cas qu'on regarde et qu'on vient croiser avec de la donnée social listening, puisque on va pas se cacher souvent, et c'est normal, quand tu pilotes une stratégie, que tu fais un peu de social listening, t'as plus tendance à te concentrer sur le négatif. Bien sûr. Pour aller voir qu'est-ce qui va pas, comment je peux corriger le tir, essayer de corriger ta ligne un peu édito ou qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens. Et c'est vrai que finalement, tu t'intéresses pas à cette majorité silencieuse qui s'exprime pas forcément, mais qui pour autant va voter, parce que tu disais en off un peu le chiffre de votants sur cette note-là, c'est énorme. Il y a énormément de personnes qui viennent noter comparé au nombre de personnes qui viennent publier sur Twitter, par exemple, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, c'est des carrefours d'audience qui sont aussi vus, mais parfois moins étudiés que la réponse directe ou la notation, la citation de ton nom sur Twitter, Google, je crois qu'on dit X maintenant, Google ou Meta quand on s'adresse à toi directement. Généralement, quand même, un point commun de l'internaute ou du client qui s'adresse à toi, c'est souvent, c'est pas souvent pour te jeter des fleurs. Donc, c'est qu'il y a un problème sous-jacent client ou prospect ou vis-à-vis d'un de tes partenaires et forcément une petite tension à résoudre pour la personne qui vient te chercher sur les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, c'est propre à l'industrie, tu dirais? Par exemple, est-ce que dans cette industrie-là, on a particulièrement des retours négatifs sur les réseaux sociaux, des gens, parce que c'est un service qui est très B2C, très endpoint. Ça veut dire que dès que je vais avoir un problème, en tout cas, je sais pas, avec ma carte, avec mon compte, ça va me mettre hors de moi. En plus, ça touche au sujet un peu sensible pour les Français, notamment autour de l'argent. Donc, est-ce que tu dirais que c'est propre à cette industrie-là d'avoir... Alors, souvent, la crispation et donc qui va naître et qui va faire que tu t'exprimes sur les réseaux sociaux, elle est liée non seulement à ton problème, mais à des problèmes connexes qui fait que tu exploses et que tu prends pas les canaux traditionnels, c'est-à-dire ta messagerie, ton conseiller, pour t'adresser à ta banque. La plupart des gens sont quand même assez sensés, si tu veux, pour sur un domaine aussi privé que le Ouais. bancaire, pour prendre Un peu le temps les avant. options privées et sécurisées, etc. Donc, effectivement, quand ça explose, c'est parce qu'il y a un fort sentiment négatif, de négativité, où il y a un fort sentiment d'urgence qui va faire que l'individu, le client, prend le raccourci des réseaux sociaux pour plaider son cas. En revanche,
notre métier, à nous, c'est de remettre de la relation, remettre du service là où parfois tu arrives avec de la colère, de l'aigreur, des complexités. Le vrai rôle de la banque sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément de résoudre ton problème en public, etc. C'est déjà de trouver le bon canal et de t'orienter vers le bon canal et le canal le plus sûr pour régler, dépiler la question. Généralement, sur ce petit nombre de clients furieux qui arrivent, le but, c'est de bien comprendre le problème, de l'analyser et de raccrocher ça à une vraie action de care, de service client approfondie, tu vois. Un deuxième cas qui est beaucoup plus courant, c'est juste une demande d'information et d'orientation. Et une demande, somme toute, assez neutre. Donc on n'est pas sur des sentiments hyper négatifs. En revanche, on est face à quelqu'un qui essaye de régler un problème et qui a de la parole complètement sensée, quoi. C'est pour ça que sur les requêtes d'utilisateurs entrants, c'est important d'analyser le sentiment et aussi d'analyser si tu as affaire à un prospect, un client ou juste un tiers qui vient s'exprimer sur les réseaux sociaux pour le compte de ta marque. Donc toi, ta responsabilité, le poste que tu occupes, par exemple, est-ce que tu dois gérer justement la partie plutôt réputationnelle? Donc si par exemple tu as quelqu'un qui est furieux, qui commence à faire un peu d'engagement sur un sujet, de pouvoir gérer, le retransmettre à un autre service, ou toi tu es vraiment sur la partie voilà, plus stratégique? Comment ça s'organise? Parce Moi, que concrètement, souvent, je suis on dans met l'équipe. tout dans le même panier. Moi, concrètement, je suis basé dans l'équipe marketing et communication. Ah. Le channel, mon questionnement, c'est les réseaux sociaux. Donc, sur tout type de questionnement réseaux sociaux, l'employé advocacy, la publication, aussi bien que le travail avec le centre de relations externes, centre de relations clients, qu'on appelle le CRC chez nous. Mon but, c'est vraiment de fournir un support et des clés pour que la marque du CCF expérience soit vécue partout avec la même envie d'excellence, d'expertise et de service qu'on veut amener à tous nos clients. Tu dirais que c'est une bonne stratégie pour les utilisateurs de publier sur les réseaux sociaux quand il y a un problème, ou parce que le dossier est traité moi, du coup par moi, je trouve ça risqué parce que effectivement, publier sur, comme on se l'est dit, hein, publier sur les réseaux sociaux parce qu'on est impatient et prendre le risque de dévoiler des informations bancaires sur un mur, ou en tout cas sur un espace qui finalement est un espace public ou semi-public, c'est compliqué. Peut-être une meilleure et une solution des fois un peu plus patiente, c'est d'utiliser directement sa messagerie privée quand on est client sur son application et en dernier recours, la messagerie privée sur nos chères plateformes et pas forcément un outil sur lequel on va faire une longue conversation et une analyse en profondeur des informations bancaires, bien sûr. Donc plutôt non, plutôt appeler son conseiller, passer par les canaux traditionnels. Si on a des problématiques d'authentification fortes, il faut passer par les canaux d'authentification fortes, je pense. Ouais. Et bon, on n'est pas obligé de s'épandre, mais c'est vrai que du coup, CCF qui est l'ex-HSBC depuis 2024. 1er janvier 2024, oui. Que tu as pu piloter un petit peu, donc ça fait un petit moment. Peut-être sans rentrer dans les petits détails, mais juste toi, ton ressenti, comment ça a été accepté par le grand public, ou quelques petits... De l'intérieur, c'est quand même un super challenge parce que c'est la création d'une marque bancaire et du coup, on est vraiment en train... la création, alors certains disent la recréation parce que le CCF, c'est une banque c'est une banque centenaire. Et c'est une marque, qui a participé à l'essor de la France, surtout le XXe siècle. Donc une marque un peu vintage, quoi, un peu comme une Alpine ou tu vois, un peu une marque rétro. Et participer à cette
nouvelle aventure dans une banque construite patrimoniale avec des équipes qui ont une vraie expertise, une vraie valeur et énormément de volonté de service à apporter à leurs clients. C'est vraiment un truc, je pense qu'on peut faire qu'une fois dans sa carrière. Hein. Bah là, effectivement, tu sors un peu de la problématique très terre à terre du client et tu viens plutôt piloter un changement d'image de marque. C'est pas tous les jours, quoi. Piloter un chantier, on était beaucoup dans ce chantier, mais en tout cas, et je veux dire, c'est un vrai travail d'équipe à tous les niveaux. À mon niveau sur le social, il y avait quand même plusieurs buts. C'est effectivement une présence cohérente, une présence orientée client, c'est-à-dire essayer à travers tous ces changements, conserver un lien entre les réseaux et les clients qui servent vraiment de levier utile au déblocage des situations. Et puis, au niveau de l'histoire et de l'émergence du CCF, l'histoire est en plein cours. Donc, si tu veux, c'est difficile de te raconter ça en te disant qu'est-ce qui se passe au quotidien quand on est en plein cœur de tout ça, quoi. Et dans ta carrière, tu as un peu toujours travaillé dans les réseaux sociaux. Tu as commencé chez Doctissimo, si je m'abuse. Ouais. Et c'est quand que tu as vraiment détecté que le social listening, c'était quelque chose sur lequel il fallait que tu t'intéresses? La première fois où dans ma carrière, j'ai compris que le social listening, c'était la base, c'était en 2012. C'était lors d'une formation à New York qui était dispensée par un cabinet qui s'appelait Altimeter, qui n'existe plus maintenant. Cabinet de Jeremiah Wayang, Charles Lee, Brian Solis. Il y a beaucoup de noms. Et c'est des gens que je suivais depuis super longtemps sur les réseaux sociaux. Et Charles Lee qui a eu une importance très, très importante pour moi, à mes yeux, sur un livre qui s'appelle Groundswell. Là, on est vraiment sur les prémices du social listening. Et dans cette formation, on avait une espèce de matrice d'action sur les réseaux sociaux et l'entreprise, social for business. Dans cette matrice, on pouvait retrouver toutes les fonctions du publishing sur les réseaux sociaux, donc publier, engager, créer des avocats, innover. Et chacune de ces fonctions prenait source sur une seule action, c'était le listening. Ça a vraiment fait pivoter. Moi, ça m'a vraiment servi de boussole, cette simple grille, ce simple schéma. Alors, il y en avait d'autres aussi, hein, c'était pas que ça. Mais ça a été vraiment pour moi quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. C'est si tu n'écoutes pas ce qui se passe à la base, ça va être très difficile pour toi de créer une initiative cohérente qui résonne à la fois avec ton public, tes objectifs business et la plateforme dans laquelle tu vas l'insérer, parce qu'il te manquera toujours la première partie de l'histoire. Tu pourras avoir tes objectifs business et la plateforme, c'est assez facile puisque les campagnes de paid sont ouvertes. Tu pourras avoir la communauté et les objectifs business s'ils veulent bien participer à l'éclosion de ton entreprise. Voilà, la plupart du temps, communauté plus objectif business, sur les réseaux sociaux, ça donne tes clients, tu vois, qui forcément sont là. Mais là où tu vas vraiment réussir à avoir les trois, c'est toujours quand tu pars du listening. Après, c'est une vieille recette du marketing, hein, c'est démarrer par les insights, quoi. Et donc, tu as 2012, je crois que l'émergence de... Je veux pas dire de bêtises, mais Twitter, c'est... Ouais, ça doit être par là, ouais. C'est 2011, non? C'est un peu plus tôt? Non, c'est par là? J'ai toutes les dates. Si vous voulez, j'ai toutes les dates parce que je prépare un cours chaque année avec l'université Versailles-Saint-Quentin. Mais Okay. On fait un quiz, tu vois, tous les ans sur quand est-ce que sont nés les premiers réseaux sociaux. Okay. Et Twitter, c'est un peu avant. Ouais. En revanche, il y a un truc qui est très important, qui n'est pas forcément la naissance de l'outil, c'est quand est-ce qu'on a dépassé les seuils d'utilisateurs critiques et à quelle vitesse on les dépasse.
Et ça, c'est toujours très intéressant à noter parce que, en gros, la révolution des réseaux sociaux, notamment en France, elle a mis des années à s'installer. C'est un peu une révolution silencieuse de l'usage du web. On était parti d'un web très, comment dire, prudent. On voulait pas montrer son identité, on utilisait des pseudonymes, etc. Sur des blogs ou... Ouais. Sur des tas de pages, blogs, Wikipédia, etc. Enfin, tu vois, une culture de l'anonymat sur un premier web. Et les réseaux sociaux ont complètement fait shifter ça sur une valorisation de l'identité, tu vois. Et ce dévoilement, il a mis 4-5 ans, tu vois, à s'installer. Et il s'est normalisé au fur et à mesure que les utilisateurs montaient dans le train des réseaux sociaux. Si tu compares avec la révolution de l'IA et la vitesse à laquelle on adopte maintenant une technologie qui est aussi en rapport avec notre identité, bon, bah, tu peux te dire que la vague et la vitesse d'adoption va produire des impacts beaucoup plus vite que celle des réseaux sociaux qui finalement a mis un peu longtemps à s'installer et qui a aussi été dépendante de deux choses. C'est la portabilité, donc le fait d'avoir un ordinateur dans sa main qui permette qu'il soit aussi un ordinateur, un téléphone et un appareil photo, voire une caméra. Ça a carrément changé la donne, mais ça a mis longtemps à s'installer parce que on a à la fois le device, les réseaux qui sont arrivés et puis la vitesse de connexion qui, en sous-texte, sur un temps super long finalement, enfin 10 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle de l'humanité, mais qui sera beaucoup, ça sera beaucoup plus court sur les nouvelles révolutions technologiques qui vont suivre. Comment tu as suivi ça, du coup, pendant 10 ans, si tu t'y es mis à partir de 2012? Tu as vraiment continué à utiliser le social listening au même niveau, à la même intensité, ou c'est arrivé progressivement? Comment tu as vu cette décennie, en fait, apparaître? Pour moi, ce que j'admire, c'est la capacité des outils à amener beaucoup plus de données et des données beaucoup plus fines à analyser et beaucoup plus complètes sur ton entreprise, même quand les requêtes, la tâche n'est pas facile. Quand on a 3 lettres dans sa marque, bah, comment est-ce que tu vas les chercher? Quels résultats tu vas inclure? Où est-ce que tu vas aller chercher? Tout ça, c'est déjà le problème de base à régler pour la plupart des outils. Euh, Actuellement, ce qui est absolument et ce qui va hyper vite au niveau des outils, c'est que toutes ces données qui étaient recueillies par ces requêtes, filtrées pour dire est-ce que c'est ou pas le bon, puis présentées en te disant bah, quelle plateforme, ont été plus ou moins stabilisées. Si une plateforme A voulait couper ses données, les commercialiser, ça avait des impacts directs sur l'information que tu pouvais récupérer. Actuellement, tout est une histoire de qu'est-ce que tu écoutes. Il faut savoir ce que tu écoutes et aussi savoir ce que tu peux pas écouter. Faire la balance entre les deux. On sait actuellement que pour certaines marques, l'écoute de la vidéo est pas installée. Le fait de pouvoir aller chercher ton logo, le reconnaître, bah, tout ça, c'est des petites spécificités qui, plateforme après plateforme, créent des données que tu vas analyser ou pas. Et pour moi, le shift le plus intéressant, le changement le plus intéressant sur ces dernières années, c'est effectivement le fait que ce lac de données qu'on a récupéré, qu'on a analysé, qu'on a regroupé en tout cas, on puisse maintenant le questionner et l'interroger grâce à des techniques LLM, machine learning, etc. En gros, l'IA, tu vois. Regrouper et en faire une base de données apprenante et connaissante. C'est assez intéressant parce que ça permet d'aller plus vite sur des zones d'opération et d'exécution. Euh, Depuis 10 ans, on a solidifié, par exemple, ça a mis assez longtemps du coup, mais on a solidifié l'analyse du sentiment langue par langue. Maintenant, les modèles sont hyper solides.
Au départ, quand c'est arrivé, il y avait parfois des requalifications à la mano, compléments, etc. Ces tâches-là, maintenant qui sont absorbées par les outils, vont te Ah oui. permettre sur ton analyse ou ta lecture de la situation, que ça soit des verbatim, la source, vont te permettre d'aller plus vite dans ta lecture et de mieux représenter ces données. Avant, il y a beaucoup de choses. Et alors ça, c'est vraiment un point que j'adore avec Lictor, c'est comment démocratiser le social listening et la social intelligence. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans votre démarche. Mais la première que j'ai toujours retenue, c'est nous, ce qu'on veut, c'est arriver et simplifier par rapport à quelqu'un qui était très bah oui, on a compté les tweets, etc. En fait, c'était complexe parce que même techniquement, c'était difficile à faire. Ça prenait du temps. Et ce temps qu'on a gagné avec d'abord l'automatisation, la machine learning, etc. Et puis maintenant, peut-être avec les LLM, sur certains cas d'analyse, de regroupement, d'alerting, etc. Demain avec les agents, tu vois. C'est intéressant parce que ça fait vraiment émerger ce framework de écouter d'abord, puis agir ensuite. Où effectivement, là, tu te retrouves en rôle de maintenant qu'on a identifié l'insight, ce qui fait ticker, le problème du client, et qu'on l'a qualifié, peut-être qu'on va pouvoir agir plus vite dessus et rendre service à la fois à la personne, à la marque et au business. Ah, c'est hyper gentil. On essaie de faire ce qu'on peut dans la démarche de simplification, mais bon, enfin, parfois, on peut encore faire des choses un peu trop complexes, trop. Il y a mais, encore énormément de. C'est très dur de pas jargonner Ouais. parce que les plateformes ont créé leur propre vocabulaire. C'est très dur de choisir la bonne métrique. Il y a énormément de choses qui font que c'est un métier qui l'écoute et la veille, en règle générale, c'est un métier qui a l'air facile puisque l'intelligence a rendu la compréhension des inputs faciles. En revanche, c'est vrai que pour le faire intelligemment et montrer le meilleur de ce métier, c'est pas aussi c'est pas simple. ouais, et puis c'est pas aussi courant d'avoir cette démarche de dire maintenant on pose des trucs sur la table et la social intelligence ça doit être facile. L'articulation que vous avez sur les données aussi sur les audiences est super intéressante parce que ça permet d'avoir une vue en 3D du problème. Encore une fois, ok, maintenant on a écouté, mais où sont les audiences sur les réseaux sociaux? Comment on réconcilie ça? On peut écouter pour des tas de raisons, hein. Benchmark de ses concurrents pour être plus en confiance avec ce qu'on va dire sur la prochaine publication. Parce que telle publication a l'air plus efficace, tel format, etc. Ça peut être du côté technique, ça peut être du côté sens, ça peut être... On peut consulter ces activités et utiliser les outils de social listening dans tous les sens actuellement. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les bons use cases pour gagner du temps au quotidien et apporter de la valeur. À la fin, l'écoute... à la fin de la journée, l'écoute est super importante, mais on va vous demander ce que vous en faites. Surtout, ça touche... en fait, les problématiques touchent un grand nombre d'industries. Il y a très peu d'industries maintenant qui ne sont pas impactées par ces réseaux sociaux. Et ça me permet d'embrayer, notamment sur un événement que tu co-crées, qui s'appelle Social Jam, où justement aussi tu viens un petit peu... toi aussi, donner ta brique, mettre ta pierre à l'édifice en tout cas, dans cet environnement-là. Et quel est ton objectif? C'est de nous expliquer un peu. C'est une journée où on va essayer de mettre en valeur dans l'écosystème les gens qui font et qui vivent le social media, l'IA et ses transitions au quotidien. On sait très bien qu'en ce moment, on est dans un moment d'adoption. Même l'adoption s'est déjà faite, puisqu'on a vu on voit bien la croissance de l'usage, non seulement dans nos professions de ces spécialistes, mais aussi dans toute la population. L'idée, c'était vraiment
de mettre autour de la table des acteurs un peu de chacun des mondes, que ça soit plateforme, que ça soit marque, que ça soit agence, qui avaient des choses à dire sur cette mutation et pour nous aider à la comprendre, en fait, et de les faire dialoguer ensemble. C'est le but de cette journée qui s'appelle Social Jam, qu'on organise avec l'ESP, l'École supérieure de publicité, qui se tient d'ailleurs à l'ESP, parce que de toutes ces tout le monde est concerné par ces mutations, aussi bien nous en tant que professionnels. Tu as dû le voir, tu as dû le voir depuis le lancement de Licteur. Ça s'écrira pas sans une forte. Ça s'écrira très vite avec une forte volonté d'accélération. Mais tout le monde est concerné et en premier lieu, effectivement, les étudiants de ce secteur impactés, impactés comme nous tous par ces technos qui changent la vie. Ouais, c'est un vrai shift, en tout cas, dans l'enseignement supérieur. Je trouve, enfin, tu vois, nous, on a eu quelques cours de social listening, mais c'était vraiment à la marge. Je trouve, Ouais. tu vois, on avait eu des cours de l'utilisation de Gephi, de Ouais. création de cartographie, parce que ça s'inscrivait dans un parcours de data analyse. Ouais. Et on parlait déjà d'intelligence artificielle, alors que c'était avant la sortie des IA génératives, parce qu'en fait, les modèles de machine learning, etc., existaient déjà depuis un petit moment. Mais déjà, tu vois, dans ce cursus-là, ils intégraient des aspects de réseau, d'analyse de réseau, que ce soit réseaux sociaux ou de réseaux, qu'importe. Et déjà, cette connexion était faite, en fait, et c'était à une moindre mesure. Je trouve que maintenant, ça s'accélère. Tu as l'impression que ça s'accélère, en tout cas, l'apprentissage sur ces différents sujets, même autour des métiers, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et du social listening. Est-ce que toi, tu vois que ça se répand un peu plus ou... Alors, moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est qu'on avait une tendance à spécialiser le métier une fois que le canal business était bien ancré. C'est-à-dire que si ce que vous faites a une forte résonance sur l'intérêt économique de la boîte et que ça a trait au social media, et bien, ça devient un canal de métier spécialisé. Un exemple tout bête, le paid marketing ads, et même parfois on pourrait dire le paid marketing ads plateforme par plateforme, est une compétence surspécialisée qui peut entièrement ramener, enfin créer un poste de freelance, enfin, tu vois, qui a une vraie utilité dans la boîte parce qu'il faut monitorer, traquer les investissements et savoir combien ça rapporte. Sur la social intelligence, on est vraiment sur un point d'entrée. Comme tous les points d'entrée, si tu veux, c'est très large parce que c'est pas la social intelligence telle qu'elle est, tu vois, qui va être une compétence. C'est la façon dont tu l'appliques. Donc pour moi, il y a vraiment deux phases. Bien sûr, l'expertise est une compétence qui va pouvoir être réutilisée, reproduite, mais comment tu l'actives et comment tu vas en faire un case business, ça c'est une conversation qu'on a eue assez tôt aussi avec Antoine, ça, ton associé. Ouais. C'est vraiment ça qui va créer ton rôle dans le marché. Tu l'as dit, les politiques. Et la réputation en ligne, l'étude d'opinion, les avis, etc. Ça, c'est un certain métier qui a un certain besoin et qui va répondre, qui va avoir besoin de la social intelligence. Le customer care, c'est une autre branche de business. On ne peut pas être bon partout, hein. On ne peut pas être sur tous les secteurs, mais chaque secteur va faire son propre use case. Et un des trucs en communication qu'on a vu toujours, c'est oui, il y a des love brands. Donc, il y a des marques qui se sont mises sur les réseaux sociaux et qui ont accumulé 10 000, 100 000, 1 million de followers, comme ça, en claquant dans les doigts. Là où d'autres arrivaient sur les réseaux sociaux en disant bah oui, nous aussi, on veut parler à des gens. Et là, beaucoup moins d'appétit, des clients qui arrivent parce qu'ils sont mécontents et qu'on n'a pas envie de voir sa marque poster un message de joyeux Noël quand on n'a pas eu
on n'a pas eu de remise sur sa facture téléphone, etc. etc., etc. Ton utilité, elle est vraiment liée. Pour moi, c'est assez plastique, si tu veux. Tu as d'un côté notre compétence et notre canal, et puis de l'autre côté, effectivement, le fait de toujours connecter les 3 bons canaux, quoi. Plateforme, utilisateur et tes intérêts business. Et je reviens sur les événements que tu organises. L'année dernière, tu avais organisé les 20 ans du community management. Là, cette année, tu organises Social Jam. C'est pourquoi, enfin, d'où te vient cette envie-là de créer ces événements-là? Est-ce que c'est parce que tu les as pas retrouvés? Est-ce que c'est parce qu'ils sont justement pas créés par d'autres personnes? Pourquoi Alors, toi, tu les organises? bon, il y a 2 trucs, hein. Premièrement, je pense qu'il y a un peu un effet 2020, on a tous eu le Covid et personne ne s'est rencontré pendant 2-3 années. Et sur Paris, il y a toujours eu plutôt des scènes d'événements B2B assez importantes, même des scènes informelles, quoi. Donc, l'idée, c'était de recréer un cadre de discussion sur le community management. L'année dernière, c'était entre community manager et community builder, 2 aspects du métier qui ont un trait un peu lointain avec le social listening, du coup, mais qui font partie un peu des spectres de la relation sociale, la mise en relation sociale sur les réseaux. En gros, l'envie est venue, après 2020, de se retrouver tous ensemble et de recréer des ponts entre les juniors, les seniors, et puis les plus anciens comme moi. En gros, les métiers des réseaux sociaux sont des métiers où les plateformes changent vite, où les règles et les algorithmes sont toujours en mouvement. Et c'est important de prendre le temps de se rencontrer à différentes générations d'écart. Parfois parce qu'on n'a pas l'habitude de se parler quand on est aussi dans des contextes plus professionnels, des cadres de Zoom, Teams, avec entre prestataires, fournisseurs, avec tous ces liens hiérarchiques et contractuels qui nous unissent tous. Et des fois, c'est bien d'avoir ces lieux-là pour rééchanger sur la pratique, le métier, sortir un peu du day-to-day et gagner un peu de zone de réflexion. Moi, quand j'ai commencé le community management, c'était donc il y a 20 ans. À l'époque, le terme était quasiment n'était même pas un terme de métier. C'est devenu un terme de métier hyper prisé et très juniorisé. C'est très intéressant si tu veux, mais quand tu commençais le community management, tu n'avais pas de voie et de parcours professionnel, etc. Maintenant, justement, à travers l'accélération des réseaux sociaux, demain l'accélération de l'IA, tu vois que les nouveaux métiers qui se créent et les filières qui se cristallisent ne sont pas forcément celles sur lesquelles tu aurais pu parier, tu vois, même 2 ans, 3 ans avant, ça va très vite. Et il y a des branches entières et des réseaux sociaux qui peuvent chanter du jour au lendemain. Donc, c'est toujours bien de se retrouver un petit peu et d'adopter un recul, pas un recul critique, et c'est pas non plus une thèse universitaire, mais c'est des moments où les gens peuvent échanger et retrouver faire ce pas de côté par rapport au day-to-day sur les réseaux qui est, voilà, comme vous le savez, très, très exigeant, quoi. Souvent, on a beaucoup d'informations à traiter, c'est des prises de décision qui se prennent vite, des analyses rapides à faire sur quelque chose qui survient et parfois qu'on apprend en même temps qu'on le lit. Quel est ce terme? Quelle est la personne qui parle? Quel vocabulaire emploie-t-il, etc. Écoute, on arrive malheureusement un peu vers la fin de cet épisode. Peut-être en dernière question, avant-dernière peut-être question. Comment tu vois un peu l'avenir de cette industrie? C'est quoi tes prévisions un peu? L'avenir de l'industrie, à mon avis, ça va continuer à accélérer. On va avoir plus de réponses, plus d'inputs et plus d'analyses plus vite. L'idée là-dedans, c'est effectivement de trouver une boussole pour faire fonctionner le système. Ok, hyper intéressant, hyper chouette. Bah écoute, merci pour tout, j'arrive. Et puis, Merci à vous. À très vite. On se revoit au Social Jam du coup. Ouais. L'équipe Lecteur sera là le 3 février, on met toutes les informations en description. Merci beaucoup pour votre écoute, on espère que cet épisode vous a plu. On vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à mettre en commentaire les personnes que vous aimeriez qu'on interviewe pour les prochains épisodes. À bientôt!